Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog dans laquelle je vais vous expliquer de manière détaillée comment fonctionne la prise de muscle fessier. Si vous souhaitez galber cette zone, prendre du volume dans cette zone, cette vidéo vous permettra de comprendre comment ça marche. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais dans celle-ci, j'ai envie d'aller un peu plus loin et je veux que ce soit vraiment la vidéo la plus complète, basée sur des faits scientifiques, pour que la prise de muscle fessier n'ait plus aucun secret pour vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver plein de conseils musculation et nutrition, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram sur lequel je vous donne plein de recettes, idées d'entraînement et plein de motivation. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Tout d'abord, on va commencer avec de l'anatomie parce que c'est vraiment la base pour comprendre quels exercices fonctionnent. On va parler aussi des avantages et désavantages génétiques car ça va vraiment déterminer l'aspect de vos fessiers. Ensuite, je vais vous expliquer quels exercices sont très efficaces et quels exercices le sont moins. On va parler des méthodes d'entraînement qui sont pertinentes selon votre niveau, si vous êtes débutant, intermédiaire ou confirmé. Et on terminera par parler de nutrition car c'est un paramètre également très important et souvent négligé pour réussir sa prise de muscle. Donc au niveau de l'anatomie, les fessiers, comment ça se présente? En fait, les fessiers, c'est un groupe musculaire où on va retrouver trois principaux muscles. Donc le muscle principal, ça va être le grand fessier. C'est le muscle le plus volumineux et le plus puissant du corps humain. C'est aussi le muscle qui a le meilleur potentiel d'hypertrophie parmi grand fessier, moyen et petit fessier. Donc c'est vraiment celui-ci qu'on va chercher à hypertrophier pour avoir ce fameux galbe fessier. Donc ce muscle est attaché au niveau de la crête iliaque, du sacrum et du coccyx et il vient s'attacher en haut du fémur. Et ce muscle permet de faire le mouvement d'extension de hanche parce que chaque muscle du corps humain permet de faire un ou plusieurs mouvements spécifiques. À quoi ça ressemble une extension de hanche? Donc là, je suis en flexion de hanche. Extension, flexion, il y a un angle entre mon buste et mes cuisses. Extension, la contraction de mon grand fessier. Si vous faites le test, vous contractez volontairement les fessiers, ça permet de réaliser une extension de hanche. Quand on est en flexion de hanche, ça permet, hop, de se redresser. Ensuite, on va avoir le moyen fessier, donc c'est un plus petit muscle qui va se situer sur le grand fessier et sur le côté de la hanche. Donc c'est un muscle qui va être attaché au niveau de l'ilium et il va se terminer en haut du fémur. Ce muscle permet de faire ce qu'on appelle une abduction de hanche. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Une abduction de hanche, c'est quand je vais hop, emmener ma jambe vers l'extérieur, sur le côté. Vous pouvez essayer de le faire. Vous allez sentir que ça chauffe au niveau du côté des fessiers. Et ce muscle va jouer également un rôle stabilisateur quand on va être sur une seule jambe. Par exemple, ce muscle va empêcher justement le corps de hop, basculer sur le côté et de tomber. Normalement, vous pouvez faire le test. Si vous restez sur une jambe pendant un moment, ça va commencer à chauffer au niveau du côté des fessiers parce que justement, le moyen fessier permet de stabiliser le corps dans cette position et ça nous évite de tomber. Et pour finir, on aura le petit fessier, donc lui il est encore plus petit que le moyen fessier, il s'attache à peu près aux mêmes endroits et lui il va avoir les mêmes rôles. En fait, il va assister le moyen fessier dans les mouvements d'abduction de hanche et dans la stabilisation. Ensuite, il faut savoir qu'il va y avoir des personnes beaucoup plus avantagées que d'autres pour avoir ce galbe fessier parce qu'il y a de nombreux avantages génétiques. Et donc ces avantages génétiques, on ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer et si on ne les a pas, ça va être un petit peu plus compliqué justement de construire des fessiers bombés. C'est pas impossible mais ça demandera plus de temps et plus d'efforts. Tout d'abord, on va avoir ce qu'on appelle une hyperlordose. Donc là, c'est au niveau de la colonne vertébrale dans la zone lombaire. L'hyperlordose, en fait, ça va être une cambrure naturelle très prononcée. Les personnes qui ont cette hyperlordose vont avoir des fessiers qui vont apparaître plus proéminent. Et en fait, visuellement, ça va améliorer grandement l'esthétique des fessiers. Il y a beaucoup de fit girls qui sont connues justement pour leurs fessiers incroyables, mais qui ont cette hyperlordose. Alors après, attention, l'hyperlordose, effectivement, c'est un avantage pour l'apparence des fessiers. C'est pas forcément un avantage dans la vie de tous les jours. Ça peut être un handicap parce que ça peut créer des douleurs. Ça peut être compliqué de réaliser certains exercices lorsqu'on a une hyperlordose. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il faut envier, mais c'est quelque chose qui
qui esthétiquement donne un aspect plus bombé aux fessiers. Ensuite, au niveau de la génétique, on va avoir la longueur des muscles fessiers. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué dans la partie anatomie, le grand fessier s'attache au niveau de la hanche et se termine ensuite au niveau du fémur. Et en fait, selon notre génétique, il peut s'attacher à différents endroits du fémur. Il peut s'attacher plus bas sur le fémur ou plus haut sur le fémur, ce qui va déterminer la longueur des fessiers. Et plus on va avoir les fessiers longs, meilleur sera le potentiel d'hypertrophie et on aura plus de facilité justement à obtenir ce galbe fessier, alors que quand on a les fessiers courts, on va être un petit peu plus limité. Et troisième avantage génétique qu'on peut avoir, ça va être ce qu'on appelle la répartition des récepteurs d'androgènes. Les récepteurs d'androgènes, en fait, ça va être des protéines présentes dans les cellules musculaires qui vont permettre de stimuler la synthèse de protéines dans les muscles. Et en fait, ça va être un processus clé dans l'hypertrophie. Plus on va avoir de marqueurs d'androgènes dans une zone, plus on sera en capacité d'hypertrophier ce muscle en question. Vous verrez, hein, selon les personnes, il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de facilité de développer certains muscles plutôt que d'autres, et ça peut être le cas pour les fessiers. Si on a beaucoup de récepteurs d'androgènes au niveau des fessiers, on aura une capacité d'hypertrophie beaucoup plus grande que les personnes qui ont moins de récepteurs d'androgènes. En général, chez les femmes, les récepteurs d'androgènes sont beaucoup plus présents au niveau du bas du corps, donc cuisses, fessiers, etc. Et chez les hommes, ça va être beaucoup plus au niveau du haut du corps, mais d'une personne à l'autre, ça peut varier. Moi, je sais que j'ai beaucoup de récepteurs d'androgènes au niveau des trapèzes, parce que j'ai des trapèzes hyper développés alors que je les travaille pas directement. Et au niveau des fessiers, chez moi, c'est un petit peu plus difficile. Donc ça, pareil, c'est génétique, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pourrez pas choisir comment seront répartis vos récepteurs d'androgènes, ce qui fait que les personnes qui en ont beaucoup dans les fessiers seront beaucoup plus avantagées que ceux qui en ont moins. Et autre facteur génétique aussi, ça va être la répartition de la graisse. C'est vrai qu'on parle ici de prise de masse musculaire au niveau des fessiers, mais la répartition de la graisse va jouer aussi sur l'aspect des fessiers. Si on stocke très facilement de la graisse au niveau des fessiers, les fessiers vont apparaître plus galbés, plus bombés, parce que il y aura plus de matière dedans tout simplement. Et ça, pareil, les endroits où on a plus de facilité à stocker de la graisse, ça on ne le choisit pas, c'est la génétique. Donc j'espère que cette petite liste d'avantages génétiques ne vous décourage pas si vous ne cochez pas ces cases-là. Ça va être certes plus difficile si vous n'avez pas ces avantages, ça va prendre plus de temps, il faudra plus de patience pour développer les fessiers, mais avec un bon programme d'entraînement, un bon choix d'exercice, une bonne nutrition et de la patience, vous allez forcément réussir à hypertrophier vos fessiers et à prendre du galbe à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, moi je n'ai aucun de ces avantages génétiques au niveau des fessiers et pourtant j'ai réussi quand même une belle transformation. Elle m'a prise plusieurs années, elle m'a demandé pas mal d'énergie, pas mal de discipline, mais c'est tout à fait possible. Maintenant les amis, il est temps de parler du choix des exercices pour la prise de muscles fessiers. Quels sont ceux qui sont efficaces et qui sont pertinents à intégrer dans son programme pour plusieurs mois, voire pour plusieurs années? Je pense que vous connaissez déjà pas mal d'exercices qui recrutent les fessiers, mais c'est quand même très important de savoir pourquoi on intègre tel ou tel exercice dans son programme. Je vais diviser les exercices en deux catégories. D'un côté, on va avoir les exercices à forte tension d'étirement et de l'autre, les exercices à tension de contraction. Qu'est-ce que c'est? Un exercice à forte tension d'étirement va être un exercice où la tension va être maximale lors de la phase de l'étirement du muscle. Dans le cas d'un exercice fessier, ça sera quand le fessier sera en position étirée, à savoir lorsque nous sommes en flexion de hanche. Par exemple, sur un soulevé de terre, ça va correspondre à la phase où la barre est en bas, et sur un squat, ça va être la phase où on est en position accroupie, parce que dans ces deux cas, on est en flexion de hanche. Donc les fibres musculaires du grand fessier sont plus éloignées les unes des autres, ce qui crée un étirement dans le muscle. Et les exercices à forte tension de contraction, c'est le contraire. Ça va être lorsque la tension maximale se trouve lorsque le fessier est en position raccourcie, à savoir en extension de hanche. L'exemple le plus parlant, c'est le hip thrust. Quand je parle de tension maximale, ça va être la phase de l'exercice où ça va être le plus dur. Donc pour un soulevé de terre, ça va être lorsqu'on est en flexion de hanche. Pour un squat, idem, donc lorsqu'on est en bas, accroupi, et lors d'un hip thrust, ça va être dans la position haute du mouvement quand on réalise l'extension de hanche. On essaye de pousser la barre ou le boudin de la machine vers le haut. Et moi, je vous conseille dans votre programme de prioriser les exercices à forte tension d'étirement. Pourquoi? Tout d'abord parce que lorsque vous allez réaliser des exercices avec la bonne intensité, etc., vous allez créer des micro-lésions dans vos muscles, et ces micro-lésions, ensuite, lors de la récupération, vont être préparées et renforcées, ce qui va permettre de créer une hypertrophie pour que le muscle soit plus résistant et plus fort et prêt à encaisser les prochains efforts. Et bien en fait, selon certaines études, les exercices à forte tension d'étirement provoqueraient un peu plus de micro-lésions
que sur les exercices à forte tension de contraction, donc ça favoriserait davantage l'hypertrophie. Également, lors d'un exercice à forte tension d'étirement, le temps sous tension sera un petit peu plus élevé parce que lorsqu'on a le muscle en position étirée sur ces exercices-là, ça demande un petit peu plus de contrôle, on va un petit peu plus retenir la phase excentrique. La phase excentrique, c'est lorsque le muscle est en position étirée, ce qui augmente le temps sous tension et ce qui va prolonger le stress sur les fibres musculaires. Également, lors des exercices à forte tension d'étirement, on va avoir une forte activation des voies qui favorisent la synthèse des protéines musculaires. Donc ça, pareil, ça favorise l'hypertrophie. Donc voilà, les études montrent que les exercices à forte tension d'étirement, grâce à plusieurs mécanismes, sont un petit peu plus favorables pour l'hypertrophie que les exercices à forte tension de contraction. Mais attention, les exercices à forte tension de contraction provoquent également des micro-lésions, provoquent également un stress sur les fibres musculaires et provoquent également la synthèse des protéines musculaires. C'est juste que ça va être un petit peu plus efficace sur l'exercice à forte tension d'étirement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, on va penser que les exercices à forte tension de contraction sont un peu plus efficaces parce qu'ils provoquent de meilleures sensations. On va ressentir beaucoup plus facilement les muscles fessiers sur un hip thrust que sur un squat ou un soulevé de terre. Lorsqu'on a une forte tension, lorsque le muscle est en position raccourcie, ça va créer plus de sensations, on va plus facilement ressentir cette fameuse sensation de brûlure. Et ça pourrait nous amener à penser à tort qu'il faut favoriser ce genre d'exercice, alors que non, les études montrent que les exercices à forte tension d'étirement sont un petit peu plus efficaces, donc il faut vraiment intégrer les deux dans son programme et je vous conseille d'avoir un petit peu plus d'exercices à forte tension d'étirement que d'exercices à forte tension de contraction. Mais intégrez bien les deux parce que c'est quand même très important de solliciter son muscle sous des courbes de résistance différentes. Concrètement, quels exercices favoriser dans son programme de musculation pour prendre du muscle fessier? Je vais vous lister tout d'abord les exercices à forte tension d'étirement qu'il faut favoriser dans votre programme. Donc on va avoir bien entendu le squat et toutes ses variantes, les fentes en barre libre ou en barre guidée. On aura les fentes bulgares. On va avoir le step-up. Celui-ci, il est incroyable parce que l'étirement au niveau du grand fessier qu'il offre est, je pense, la plus efficace parmi les exercices que je vais citer. On va avoir la presse inclinée, notamment en unilatéral. Donc tous ces exercices que je viens de citer ne sont pas des exercices d'isolation fessier, bien entendu. Il y aura aussi les quadriceps qui vont rentrer en jeu parce qu'on a également une flexion et extension de genoux sur ces exercices. Mais comme on l'a vu ensemble, on a quand même une grosse tension d'étirement fessier lorsqu'on est en flexion de hanche sur ces exercices. Donc en fait, si on veut plus ou moins recruter les quadriceps aussi, on va jouer en fait sur le degré de flexion du genou. Ensuite, toujours pour des exercices à forte tension d'étirement, on aura le soulevé de terre et le soulevé de terre roumain, aux haltères, à la barre libre, à la barre guidée, comme vous voulez, parce que pareil, on a une grosse tension d'étirement lorsqu'on est en flexion de hanche. Mais les soulevés de terre vont également solliciter les ischio-jambiers, car les ischio-jambiers jouent également un rôle lors de l'extension de hanche. Et ensuite, en exercice à forte tension de contraction, je vous recommande le hip thrust. Franchement, le hip thrust, il suffit à lui seul pour intégrer un exercice à forte tension de contraction dans un programme. Vous en avez d'autres. Vous avez l'extension de hanche sur banc à lombaire, vous avez le kickback à la poulie, mais ceux-là, je les compte pas dans les exercices, on va dire, les plus efficaces pour le grand fessier, tout simplement parce que je considère qu'un exercice est efficace lorsqu'il a une grande marge de progression. Sur tous les exercices que je viens de citer, du squat jusqu'au hip thrust, on a quand même une énorme marge de progression dessus, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on ne sera pas limité. Sauf si on s'entraîne à la maison et qu'on a du matériel limité, bien entendu, et dans ces cas-là, il faut réinvestir dans du matériel, racheter plus de poids, etc. Mais si on s'entraîne en salle de sport, on ne sera jamais limité sur ces exercices-là. Alors que sur du kickback à la poulie ou sur de l'extension de hanche sur banc à lombaire, on va rencontrer quelques facteurs limitants, comme par exemple les lombaires qui vont prendre le relais. Mécaniquement, c'est pas des exercices avec lesquels on pourra soulever super lourd. J'ai pas parlé des petits et moyens fessiers, donc comme je vous l'ai dit dans la partie anatomie, on travaille ces exercices lorsqu'on fait une abduction de hanche. Donc tout simplement, il faut faire des exercices d'abduction pour solliciter ces muscles-là. Par exemple, les abductions à la machine, il y a une machine exprès dans quasiment toutes les salles pour ça. Mais pour optimiser le recrutement des petits et moyens fessiers sur cette machine, attention à ne pas trop vous pencher en avant. Il faut limiter la flexion de hanche lors des abductions, sinon on va également solliciter le piriforme. C'est un autre muscle qui se situe au niveau des fessiers, mais c'est pas un muscle qu'on cherche à hypertrophier parce qu'il peut venir chatouiller un
peu le nerf sciatique sinon et ça peut créer des douleurs. Pour optimiser vraiment le recrutement des petits moyens fessiers, des abductions sans trop grosse flexion de hanche. Donc on a aussi des abductions à la poulie, ça c'est cool. Les abductions à 45 degrés par exemple, ça c'est très efficace, je vous recommande. Mais cependant, pas besoin de faire 36 000 exercices pour les petits et moyens fessiers car comme je vous l'ai dit, ceux-ci ils sont stabilisateurs également du bassin quand vous allez faire des exercices en unilatéral. C'est pour ça que vous devez absolument intégrer dans votre programme des fentes ou des fentes bulgares, de préférence en situation d'instabilité, en barre libre ou avec haltère, pour en plus de solliciter votre grand fessier, bien solliciter les petits et moyens fessiers. Les amis, je viens de me faire un smoothie, il est incroyable. Je vous donne la recette si vous souhaitez le reproduire parce qu'il est riche en protéines et niveau goût, il est super bon. On a 200 g de fraises surgelées. Ensuite, j'ai mis de l'eau chaude pour pouvoir décongeler un peu les fraises lors du mixage. Il y a une banane, 100 g de skyr et 10 g de protéines en poudre à la vanille. C'est juste trop bon. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Maintenant qu'on a parlé des exercices, on va pouvoir parler des méthodes d'entraînement et la planification d'entraînement. Donc savoir quels exercices faire, c'est bien, mais savoir comment les mettre en place, combien de séries faire, combien d'entraînements faire dans la semaine, combien de répétitions faire, quelle intensité mettre, c'est également primordial pour réussir à prendre du muscle fessier parce que savoir quels exercices sont efficaces mais ne pas savoir comment les faire, ça pourra vous bloquer effectivement dans votre prise de muscle. Donc déjà, il y a 3 paramètres très importants à comprendre pour provoquer une hypertrophie musculaire. Le premier paramètre, ça va être la tension mécanique. Ensuite, ça sera le volume d'entraînement et la récupération. La tension mécanique, c'est ce qui va correspondre en fait à la charge, à la résistance qu'on va mettre sur les exercices. Donc le poids en fait qu'on va mettre sur un squat, sur un soulevé de terre, sur un hip thrust, bref. Le volume d'entraînement, ça va correspondre au nombre de séries qu'on va faire pour un groupe musculaire. Si on a un volume d'entraînement trop faible, on ne prendra pas de muscle. Et si on a un volume d'entraînement trop élevé, on risque de bloquer la progression également. Et ce volume d'entraînement, il va varier bien sûr selon votre niveau de pratique. Et la récupération, ça va être vos temps de repos, ça va être également votre mode de vie, votre sommeil, votre nutrition. La récupération, c'est primordial parce que c'est durant cette phase-là qu'on va construire du muscle. La base des bases que tout le monde vous rabâche dans les vidéos de musculation, c'est que pour créer une hypertrophie musculaire, il faut appliquer la surcharge progressive sur les exercices. La surcharge progressive, ça va correspondre aux paramètres de la tension mécanique, c'est-à-dire avoir une tension mécanique suffisante pour créer un stress au niveau des fibres musculaires et ensuite que le corps, durant la récupération, trouve pertinent en fait de créer des adaptations et c'est ce qui va provoquer l'hypertrophie musculaire. Et donc en principe, la surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter ses poids progressivement sur les exercices, donc chaque semaine, toutes les 2 semaines, tous les mois, enfin bref. Je peux pas vous donner de fréquence idéale parce que ça dépend de votre niveau. Ensuite, j'ai parlé de volume d'entraînement, mais quel est le volume idéal en fait? Ça va dépendre de votre niveau. Quand vous êtes débutant, 10 à 15 séries d'exercices dédiés à un groupe musculaire sera suffisant pour prendre du muscle. Donc ça veut dire 10 à 15 séries d'exercices dans votre semaine pour les fessiers. Si vous répartissez 10 séries d'exercices fessiers sur une semaine, ça correspond à 2 entraînements. Bas du corps par exemple, vous allez mettre en gros entre 5 et 8 séries d'exercices dédiés aux fessiers dans votre séance. Bien sûr, je parle pas d'exercices d'isolation, je parle vraiment d'exercices que vous allez faire dans le but de prendre des fessiers. Donc même si les exercices comme le squat, le soulevé de terre, etc. sollicitent d'autres groupes musculaires, il faut compter ces exercices bien entendu. Et en fait, plus on va avancer en niveau, plus il faudra un volume d'entraînement élevé pour continuer de progresser parce que ce volume d'entraînement, ça crée également du stress en plus de la tension mécanique. Et là, quand on est confirmé, l'idéal c'est de faire 20 à 30 séries d'exercices par groupe musculaire. Donc en fait, ça signifie que quand vous êtes débutant, ça sert à rien de faire 36 000 exercices fessiers plusieurs fois par semaine. Vous pouvez vous contenter d'un volume plutôt faible et l'augmenter au fur et à mesure, tout en appliquant également la surcharge progressive, donc augmenter vos poids. Et donc justement, quand on est confirmé, ça va être compliqué de faire tout le temps 30 séries d'exercices sur les fessiers. Enfin, au bout d'un moment, on va créer beaucoup de fatigue quand même, parce qu'un gros volume d'entraînement, c'est très fatigant. Donc là, en fait, on va varier le volume d'entraînement en fonction de cycles spécifiques qu'on va mettre en fait dans sa programmation d'entraînement. Maintenant, on va parler du nombre de répétitions. Quel est le nombre de répétitions idéal pour faire grossir vos muscles fessiers? Il faut savoir que la gamme de répétitions qui peut créer une hypertrophie musculaire quand on est proche de l'échec, ça va être entre 6 et 30, voire plus répétitions. Donc vous voyez, la gamme de répétitions est assez large. Tant que vous êtes entre 6 et 30 répétitions et que
que vous êtes proche de l'échec, si vous n'êtes pas proche de l'échec, ça ne marche pas, eh bien vous allez créer suffisamment de stress, de tension mécanique et de fatigue pour provoquer une hypertrophie musculaire. Et moi, ce que j'aime bien utiliser pour avoir la bonne intensité sur mes séries, c'est la notion de RPE, Key Rate of Perceived Effort. C'est un indice d'effort perçu compris entre 1 et 10. Et être proche de l'échec, c'est quoi? Ça va être d'utiliser un RPE qui est entre 6 et 8. On va éviter d'être à 9 ou 10. 10, c'est carrément l'échec parce que là, ça crée beaucoup de fatigue musculaire et nerveuse et la récupération va être compliquée. Il faut vraiment trouver un juste milieu qui nous permet de nous entraîner avec suffisamment d'intensité, suffisamment de volume, mais pas trop, de manière à avoir quand même une bonne récupération. Parce que pour rappel, c'est durant la phase de récupération que le processus d'hypertrophie se met en place. Maintenant, on y vient, les cycles d'entraînement. Les cycles d'entraînement, ça va être très important à partir du moment où on atteint un niveau plutôt avancé, plutôt confirmé en musculation, parce que c'est à ce moment-là que appliquer la surcharge progressive devient compliqué. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à avoir un volume d'entraînement assez important et on se retrouve vite bloqué en fait. Et si on ne met pas en place des cycles d'entraînement spécifiques, on stagne, on est de plus en plus fatigué parce qu'on arrive de moins en moins à supporter l'intensité et le volume d'entraînement. Donc il va falloir créer une programmation qui alterne différents types de cycles d'entraînement. La progression, on va alterner entre des cycles de force, où là on va vraiment avoir pour objectif d'améliorer le système nerveux pour pouvoir soulever plus lourd et relancer la surcharge progressive. Vous m'avez beaucoup demandé, je ferai une vidéo sur la force justement, quels sont les mécanismes qui se mettent en place quand on fait un cycle de force et en quoi est-ce que c'est intéressant pour l'hypertrophie musculaire justement, donc je vais pas détailler ça ici. Donc ces cycles de force, on pourra les alterner avec des phases de deload, donc des phases de récupération active et des cycles justement d'hypertrophie où là on aura à relancer la progression grâce au cycle de force. Et ça c'est vraiment une méthode qui fonctionne très très bien, que je mets en place pour moi, que j'ai mis en place pour mes coachés, que je mets en place dans mon programme pour niveau confirmé Grow and Get Strong. Mais il existe d'autres types de cycles d'entraînement comme des cycles d'endurance, etc. Ensuite, je sais que parmi vous, il y en a qui s'entraînent à la maison et qui n'ont pas la possibilité forcément de s'entraîner en salle. Donc est-ce qu'on peut autant prendre des fessiers à la maison qu'en salle? La réponse est oui. Techniquement, c'est autant possible quel que soit l'endroit où on s'entraîne. En fait, ce qui compte, ça va être le matériel qu'on a. Forcément, en salle, on dispose d'une multitude de matériel, on dispose de poids quasi à l'infini, ça dépend des salles bien sûr. Mais on dispose quand même de pas mal de poids, du bon matériel, on peut s'entraîner en toute sécurité, etc. Donc c'est plus facile en fait de progresser à la salle. À la maison, quand on débute, on peut déjà avoir de beaux résultats seulement avec une paire d'haltères. Parce que l'avantage des haltères réglables, en tout cas, c'est que on peut augmenter le poids au fur et à mesure, adapter le poids selon les exercices. Après, quand on arrive à un certain niveau à la maison, faut investir dans un peu plus de matériel. C'est bien d'avoir une barre, des disques, une cage à squat, enfin de quoi poser sa barre pour faire des exercices avec la barre sur le dos, un banc, etc. Donc on peut continuer de progresser à la maison sans problème et atteindre un très bon niveau à la maison. Mais au bout d'un moment, faut quand même s'aménager un espace home gym. Et autre chose très importante à intégrer dans vos entraînements, ça va être de la mobilité articulaire. Je vous en ai pas mal parlé dans une de mes dernières vidéos, je vous mets la miniature juste ici, si jamais vous voulez aller voir. Mais travailler votre mobilité articulaire, ça sera indispensable pour être plus à l'aise et avoir une meilleure amplitude de mouvement et être plus en sécurité sur des exercices qui sont très intéressants pour les fessiers, comme squat, soulevé de terre, le step-up, les fentes, etc. Améliorer sa mobilité de hanche, sachant que les fessiers se situent au niveau de l'articulation de la hanche, c'est indispensable. Si vous ne le faites pas et que vous n'avez pas une très bonne mobilité, vous n'arriverez jamais à exécuter correctement les exercices. Au bout d'un moment, vous allez être bloqué en fait, parce que vous allez être obligé de compenser avec d'autres muscles, vous risquez de vous faire mal, d'avoir des douleurs, etc. Et vu qu'aujourd'hui, on vit dans un monde sédentaire, on n'est plus très mobile au niveau de la hanche. Rien que s'accroupir déjà en gardant les talons au sol, c'est compliqué. Il faut également améliorer la mobilité de la cheville, parce que quand on fait un squat ou des fentes, on va avoir une flexion de la cheville, et si on n'est pas capable de faire des bonnes flexions de cheville, on risque d'être déséquilibré pendant ces exercices-là, de basculer notre poids vers l'avant, de mettre plus l'accent sur les quadriceps que les fessiers sur les exercices avec flexion de genoux plus flexion de hanche. Tu veux pouvoir appliquer ces conseils sans trop te prendre la tête? Tu souhaites suivre un programme établi par une professionnelle qui a fait ses preuves sur plus de 1000 femmes? J'ai deux options pour toi. Si tu débutes ou si tu t'entraînes à la maison, tu peux rejoindre le programme Grow and Get Fit qui enclenchera ta prise de muscle fessier. C'est le programme que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts et qui m'aurait fait gagner énormément de temps. Si tu fais de la musculation en salle depuis longtemps et que tu maîtrises la plupart des exercices, tu peux rejoindre le programme Grow and Get Strong qui débloquera ta progression et te fera passer au niveau supérieur. Ces deux programmes te permettront de t'entraîner intelligemment et de gérer méthodiquement les paramètres de l'hypertrophie sans te poser 36 000 questions. Tu comprendras ce que tu fais et tu gagneras
gagnera beaucoup de temps. Tu pourras aussi optimiser ta nutrition avec des plans alimentaires prédéfinis et énormément de recettes hyper gourmandes. Si tu en as marre de ne pas voir de résultats au niveau de tes fessiers, ces programmes t'aideront à faire ce qu'il faut de manière progressive et bienveillante. Si ça t'intéresse, les liens sont en description. Je vous retrouve le lendemain pour le goûter. On va parler maintenant de la nutrition parce que c'est également un élément indispensable qui va avec l'entraînement pour réussir à construire du muscle fessier. Là, je me suis fait un brownie issu du e-book Choco Addict. Donc, qu'est-ce qui est important au niveau de la nutrition pour réussir sa prise de muscle fessier? Il va y avoir deux choses qui vont jouer. La première chose, ça va être la balance énergétique qu'on va mettre en place et la deuxième chose, ça va être les macronutriments. Au niveau de la balance énergétique, donc qu'est-ce que la balance énergétique? En fait, ça va être de déterminer si on est en déficit calorique, en maintien calorique ou en surplus calorique. Pour prendre de la masse au niveau des fessiers, le déficit calorique va être déconseillé, sauf si vraiment vous débutez tout juste et que vous êtes en déficit calorique, vous pourrez quand même avoir des résultats sur les fessiers, mais au bout d'un moment, il va falloir apporter de la matière en fait. Pour rappel, le grand fessier, c'est le muscle le plus volumineux, le plus puissant du corps humain, donc il faut apporter de la matière pour le faire grossir. Ça demande pas mal de travail, ça demande aussi pas mal d'apports énergétiques. C'est pourquoi il va falloir être à minima en maintien calorique pour que ce soit efficace. L'idéal, ça serait quand même d'être en léger surplus calorique, c'est-à-dire 100 à 300 kilocalories en plus chaque jour par rapport à ses apports de maintien pour être sûr que le corps ait suffisamment d'énergie au niveau de la récupération pour créer de la matière à ce niveau-là, parce que c'est quand même une grande zone en fait qu'on cherche à épaissir, et également pour être sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour encaisser des entraînements qui vont être quand même assez énergivores, qui vont demander pas mal de force, pas mal d'énergie. C'est pourquoi je vous recommande le léger surplus calorique. Maintenant, au niveau des macronutriments, à quoi va servir l'apport en protéines, l'apport en glucides et l'apport en lipides? Déjà, on va commencer avec les protéines parce que c'est vraiment le macronutriment phare de la musculation, parce que c'est le macronutriment constructeur et réparateur des tissus du corps humain. Donc forcément, lorsqu'on cherche à construire de la masse musculaire, c'est ce macronutriment qu'on va prendre en compte et qu'on ne va surtout pas négliger. Et à raison, parce que les protéines permettent la synthèse de protéines musculaires. Après un entraînement de musculation efficace avec suffisamment d'intensité, etc., le corps va vouloir créer des adaptations au niveau musculaire par le processus de synthèse de protéines musculaires, et il peut faire ça grâce à l'apport d'acides aminés qu'on va ingérer en fait avec l'alimentation, et ces acides aminés sont apportés par les protéines alimentaires. Les protéines jouent un rôle de réparation et de croissance, donc notamment des tissus musculaires, et ça va être vraiment des briques de base en fait pour réparer les micro-lésions sur les fibres musculaires provoquées par les entraînements. Et en apportant suffisamment de protéines, on va pouvoir effectivement réparer ces micro-lésions, mais aussi les renforcer, ajouter un petit peu plus de matière pour justement créer une hypertrophie musculaire. Je vais peut-être manger moi. Bon, je l'ai un peu cassé mon brownie, mais il a l'air grave fondant. Les besoins en protéines pour que la prise de muscle soit efficace se situent dans la fourchette de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Si on en mange un peu plus, c'est pas grave, mais c'est pas utile. Et si on en mange moins, on n'aura pas assez de briques en fait pour réparer les fibres musculaires et les renforcer, et pour avoir une synthèse des protéines musculaires efficace. Donc il faut vraiment se situer dans cette fourchette, et n'hésitez pas à vous situer dans la fourchette haute, c'est-à-dire aux alentours de 2 grammes par kilo de poids de corps. Et si vous avez du mal à atteindre ce quota de protéines parce que vous n'avez pas envie de manger de la viande à chaque repas, et je vous comprends tout à fait, ça me fait penser que mon brownie vient de mon e-book Choco Addict. Il est riche en protéines, il y a 30 grammes de protéines dans le brownie, j'en mange la moitié, ça me fait un apport de 15 grammes pour la collation. Je me régale, ça n'a pas du tout un goût de truc protéiné ou quoi. Donc si vous ne voulez plus jamais manquer d'idées de petit déjeuner et de collation, et en ayant de bons apports en protéines, je vous recommande de prendre le e-book Choco Addict. J'ai que des bons retours sur les recettes, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Maintenant, on va parler des glucides. Les glucides, ça va être le macronutriment qu'on va apporter en majorité dans notre alimentation. Ça va être notre source d'énergie principale. Mais à quoi ça sert concrètement quand on veut prendre du muscle fessier? Tout d'abord, ça va apporter de l'énergie au niveau des muscles, parce que je sais pas si vous savez, mais on peut stocker de l'énergie dans les muscles sous forme de glycogène. Et en fait, ce glycogène, on le fabrique à partir du glucose dans le sang, et ce glycogène, on peut le fabriquer à partir
des glucides. Et à quoi sert ce glycogène? En fait, lorsque vous allez faire des entraînements de musculation, des entraînements en résistance, en fait, ce type d'effort va utiliser comme substrat énergétique le glycogène musculaire. Donc si vous n'avez pas rempli vos réserves de glycogène avant un entraînement, eh bien, vous aurez moins d'énergie, moins de force tout simplement, et vos entraînements seront moins efficaces. Les glucides vont aussi jouer un rôle de récupération, toujours avec cette histoire de glycogène. Une fois que vous avez réalisé un entraînement de musculation, vous avez partiellement vidé vos réserves de glycogène musculaire, et du coup ces réserves, faudra les re-remplir en prévision d'un nouvel entraînement et pour avoir une meilleure récupération. Donc c'est pour ça qu'il va falloir manger des glucides vraiment à chaque repas tout au long de la journée. Les glucides, les filles, c'est pas votre ennemi, au contraire, ça va être votre meilleur ami. Aussi parce que les glucides vont jouer un rôle dans la production de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet d'être globalement de bonne humeur. Donc pour maintenir une bonne humeur et un bon niveau de motivation, produire suffisamment de sérotonine est indispensable. Et ça passe par la consommation de glucides. Ça fera que, vu que vous serez de meilleure humeur, vous aurez une meilleure motivation pour aller vous entraîner, vous allez moins risquer d'abandonner et vous serez plus motivé aussi pour mettre de l'intensité dans vos entraînements. Et pour finir, les glucides vont jouer un rôle dans votre volume musculaire. Et ça, c'est très important quand on recherche un galbe fessier. Comment est-ce que les glucides vont vous aider à avoir un petit peu plus de volume au niveau des fessiers? Tout simplement parce que les glucides contribuent à l'hydratation de vos cellules musculaires. Des muscles bien hydratés, ça signifie des muscles avec un bon niveau de rétention d'eau intramusculaire. Attention, on ne parle pas de rétention d'eau qui va faire de la cellulite, qui va vous donner un aspect flasque, etc. On ne parle pas du tout de rétention d'eau qui va se produire sous la peau, mais on parle de rétention d'eau qui va se faire dans vos muscles. Et en fait, ça va vous donner du galbe et un aspect plus tonique sur votre silhouette. Et donc au niveau des fessiers, ça vous donnera un aspect plus bombé. Donc voilà pourquoi les glucides, les filles, faut pas du tout en avoir peur si vous voulez prendre des fessiers. Au contraire, il va falloir vraiment en consommer à chaque repas, petit-déj, déjeuner, collation, dîner, et oui, même le soir. Surtout si vous allez vous entraîner le lendemain pour pouvoir faire vos réserves de glycogène. Les glucides doivent représenter la majorité de vos calories journalières. Et dernier macronutriment essentiel, les lipides. Est-ce que les lipides jouent un rôle dans la prise de muscle fessier? La réponse est bien évidemment que oui. Les recommandations pour les apports en lipides, ça va être entre 0,8 et 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps, ce qui représente environ 20 à 35% de votre apport calorique, et c'est ce que recommande par exemple l'OMS ou l'ANSES. Et les lipides vont être très importants pour réaliser les mécanismes que je vous ai cités avec les protéines par exemple, la synthèse des protéines musculaires. Ce mécanisme ne peut être enclenché que si on produit suffisamment d'hormones stéroïdiennes comme les oestrogènes et la testostérone, et ces hormones peuvent être produites uniquement si on a un apport suffisant en lipides. Donc en gros, si vous vous dites ok, j'ai mangé énormément de protéines mais je vais zapper les lipides, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez penser que votre corps va avoir une synthèse des protéines très efficace, etc. Mais non, parce qu'il va vous manquer les lipides pour produire les hormones qui permettent justement la synthèse des protéines musculaires, enfin qui va permettre l'utilisation des protéines alimentaires pour la synthèse des protéines musculaires. Les lipides, ça va être un peu le pilier de tous ces mécanismes. Les lipides vont également vous aider en cas par exemple de gros volume d'entraînement. Quand vous êtes sur un cycle avec un volume d'entraînement assez élevé, ça va vous aider justement à supporter ce volume d'entraînement parce que les lipides jouent un rôle également énergétique et ça va permettre de prendre le relais un petit peu avec le glycogène, parce que si vous cramez tout votre glycogène pendant votre séance, vous cramez trop tôt, en fait vous n'arriverez pas à faire la fin de votre séance avec suffisamment d'intensité. Vous allez pouvoir tout au long de votre séance utiliser également comme substrat énergétique les lipides, ce qui va permettre d'utiliser le glycogène que quand c'est vraiment nécessaire. Votre glycogène va pouvoir être utilisé dans les cas où vous allez faire vos séries avec charge et puis pendant vos temps de récup, etc. C'est les lipides qui vont prendre le relais par exemple. Donc ça vous aide en fait à faire des séances complètes et à pas être cramé au milieu de votre séance. Et maintenant je vais vous citer 6 erreurs assez communes pour la prise de muscle fessier, des erreurs qui vont complètement vous empêcher d'avoir les résultats que vous voulez. L'erreur numéro 1 est de faire trop d'exercices isolés et légers. Beaucoup pensent que des exercices comme les abducteurs à la machine ou les élévations de jambes latérales suffisent pour développer les fessiers. En réalité, ils ne produisent pas assez de tension ni de surcharge progressive pour générer une hypertrophie significative. Pour corriger, priorise des exercices composés lourds comme le squat, le soulevé de terre, le hip thrust qui stimulent plusieurs groupes musculaires et permettent une meilleure surcharge progressive. L'erreur 2 est de penser
penser que les fessiers se développent uniquement avec des exercices d'isolation. Certaines personnes évitent les exercices comme le squat ou les soulevés de terre parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez ciblés pour les fessiers et qu'ils recrutent trop les cuisses. Pour corriger, ces exercices polyarticulaires activent certes les cuisses, mais également fortement les fessiers comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, en particulier lorsqu'ils sont réalisés avec une amplitude complète. La marge de progression sur ces exercices est trop intéressante pour passer à côté. Erreur 3, croire qu'il faut s'entraîner tous les jours pour prendre des fessiers. L'idée que faire plus c'est mieux est une erreur. Entraîner les fessiers tous les jours peut mener au surentraînement et limiter la récupération musculaire qui est cruciale pour la croissance. Trop de volume d'entraînement est contre-productif, en effet ce n'est pas un paramètre à prendre à la légère. Pour corriger, planifie 2 à 3 séances ciblant les fessiers dans la semaine en laissant suffisamment de temps pour la récupération et en ayant un volume adéquat. Erreur numéro 4, négliger la nutrition. Beaucoup de personnes pensent que l'entraînement est suffisant pour développer les fessiers et sous-estiment l'importance de la nutrition. Alors que pour optimiser la croissance musculaire, manger assez est plus que nécessaire, ainsi qu'un apport en protéines plus élevé. Erreur numéro 5, se focaliser uniquement sur le cardio. Certaines personnes font beaucoup de cardio pensant que ça les aidera à sculpter les fessiers, comme par exemple faire de l'escalier, mais trop de cardio peut freiner la prise de masse musculaire. Pour corriger, le cardio est top en complément pour la santé, mais l'entraînement en résistance, donc l'entraînement de musculation, doit rester la priorité pour maximiser la prise de volume musculaire. Erreur numéro 6, s'attendre à des résultats rapides. Penser que les fessiers peuvent se développer en quelques semaines seulement, eh bien ça va entraîner pas mal de déceptions parce que le développement musculaire est un processus qui prend du temps et de la constante. Il faut que tu sois patiente et persévérante et il faut absolument que tu suives une programmation avec un bon choix d'exercice, un bon volume d'entraînement et une bonne intensité et ainsi tu verras des résultats significatifs en quelques mois. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé vraiment de détailler au maximum mais sans que ce soit trop barbant non plus. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne la prise de muscles fessiers et bien sûr tout ce que j'ai dit ça s'applique également aux autres muscles, enfin pas les exercices du coup mais toutes les autres notions au niveau de la nutrition, au niveau de la programmation d'entraînement, ça fonctionne pour n'importe quel muscle également. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.